As-tu déjà eu cette envie de partager un bout de ton histoire dans ton contenu, mais au moment de le faire, une petite voix dans ta tête t'a freiné? Si tu as déjà ressenti ce tiraillement entre l'envie de te raconter et la peur de le faire, alors cet épisode est pour toi. On va explorer ensemble ce qui nous freine quand vient le temps de partager notre histoire et surtout, comment dépasser ces blocages pour oser se révéler. Et pour te montrer à quel point raconter une histoire peut tout changer, je vais te parler d'Andréane, propriétaire de chez Madame Alice Fleuriste, qui a osé faire un pari risqué lors d'un concours d'affaires en misant sur le storytelling plutôt que sur un pitch classique, malgré les conseils d'une firme spécialisée qui lui recommandait de jouer la sécurité. C'est parti pour l'épisode! Bienvenue dans notre village virtuel où chaque entrepreneur est un artiste qui colore le monde à sa manière. À ta couleur, c'est le rendez-vous où on jase de storytelling puis de personal branding, mais avec une twist. On le fait au service des petites entreprises locales. Ici, on célèbre l'unicité. Chaque entrepreneur que je reçois a réussi à enflammer les réseaux sociaux avec son histoire puis sa personnalité unique en son genre. On va décortiquer comment ils ont réussi à tisser des liens solides avec leur communauté, à créer un impact majeur puis à forger une marque qui leur colle à la peau. Que tu sois à la tête d'une petite entreprise locale ou que tu sois un solopreneur, ici c'est ta nouvelle maison puis il y a une place pour toi dans notre village. En solo ou entre voisins, la porte s'ouvrira à des invités ou même à des figures locales qui ont réussi à faire de leur entreprise ou de leur petit coin de pays le nouveau point de rendez-vous de la communauté. Alors rentre, fais comme chez toi et laisse-toi inspirer. Salut à toi! Bienvenue dans cet épisode solo d'À ta couleur. Avant de rentrer dans le vif du sujet aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'un petit virage que je prends avec mon podcast. Jusqu'à maintenant, je me suis beaucoup concentrée sur le marketing, sur l'utilisation du storytelling dans un contexte de vente. Mais depuis plusieurs mois, je t'avoue que je ressens un appel beaucoup plus profond encore, celui de la connexion à soi, de la reconnexion parfois, du développement personnel, puis même à petite dose d'une touche un petit peu plus spirituelle. Parce que selon moi, derrière chaque stratégie, chaque message qu'on choisit de partager, il y a quelque chose de beaucoup plus grand. Une quête de sens, un besoin d'authenticité. Puis ce changement de cap-là, je dirais, ça ne remet pas en question ce qui a déjà été exploré jusqu'ici. Au contraire, moi je le vois plutôt comme une évolution naturelle de mon chemin. Il y a eu des moments où j'ai senti que je me permettais pas d'assumer pleinement cette voie-là plus introspective. Quand je dis cette voie-là, je parle pas de la voie avec un X, mais de cette voie-là avec un E, comme le chemin à suivre, un peu comme si j'hésitais justement à le suivre. Mais aujourd'hui, je ressens dans tout mon être d'y aller vraiment à fond, parce que c'est vraiment le chemin que je sens que j'ai à ouvrir. C'est un sujet qui m'a beaucoup trotté dans la tête dernièrement, au point où j'en ai parlé plus longuement dans mon infolette la semaine passée, puis laisse-moi te dire que ça a résonné très fort. Il y a plusieurs abonnés qui m'ont écrit pour me dire à quel point ils se reconnaissaient dans cette envie d'aller au-delà de la surface, de donner plus de profondeur à leur parcours, puis de trouver les bons mots pour l'exprimer. Puis c'est aussi quelque chose que je remarque chez mes clients, c'est-à-dire qu'ils ont tous en commun cette même recherche de profondeur-là, cette volonté de creuser sous les apparences, mais aussi ce besoin d'être guidé dans cette introspection-là. Parce que se plonger en soi pour en tirer une histoire qui fait du sens, qui connecte et qui touche, c'est tout un processus. Puis justement, c'est là que le storytelling prend une dimension encore plus forte. Parce que raconter une histoire, c'est pas juste une question de vente ou de stratégie, selon moi, c'est un acte de révélation. C'est oser se montrer tel qu'on est, tisser un lien profond avec les autres en partageant ce qui nous rend unique. Mais pour faire ça, il faut d'abord apprendre à se connecter à soi-même. Mais comment on fait quand cette connexion à soi se heurte à une réalité, celle du regard des autres? Et c'est précisément de ça que j'ai envie de te parler aujourd'hui, le moment où tu décides de partager une partie de ton histoire, une partie de ton vécu, de ta vulnérabilité. Ce double regard qui s'enclenche quand on pense à partager quelque chose de personnel. Il y a le regard qu'on porte sur notre propre histoire, nos propres expériences, puis il y a aussi celui des autres. Puis souvent, le deuxième prend tellement de place qu'il finit par nous paralyser.
Puis ça, je l'ai constaté une fois de plus lors de mon atelier virtuel du 29 janvier dernier où j'ai accompagné un petit groupe de 7 entrepreneurs à la découverte des pépites de leur histoire. Puis plusieurs d'entre elles m'ont avoué que ça leur était déjà arrivé de se dire que leur histoire était inintéressante, banale, ordinaire. Est-ce que ça va intéresser quelqu'un? Est-ce que je vais être jugée? Est-ce que ça vaut la peine de raconter mon histoire? Puis toutes ces questions-là sont normales. Mais ce que j'ai envie qu'on fasse aujourd'hui, c'est comprendre pourquoi on se pose ces questions-là, puis surtout, comment on peut les dépasser pour oser se révéler. Parce que oui, raconter son histoire, c'est pas juste une question de communication ou de marketing. C'est un acte de vulnérabilité, c'est d'accepter de se mettre un peu à nu devant les autres. Puis pourquoi c'est si difficile? Pourquoi autant de personnes hésitent à partager leur histoire quand elles le savent que leur parcours pourrait en inspirer d'autres? Souvent, on se heurte à la peur de notre propre jugement sur notre histoire et la peur aussi de comment elle va être perçue par les autres. Comment ces perceptions influencent-elles notre volonté de nous ouvrir? C'est ça qu'on va explorer aujourd'hui. Dans cet épisode, on va mettre des mots sur ces peurs, on va comprendre les mécanismes psychologiques derrière ces peurs-là, puis on va voir comment les surmonter. On va regarder ensemble ce double regard qui s'active quand on pense à raconter quelque chose de personnel. Donc d'abord, le regard intérieur, notre propre regard, celui qu'on porte sur nous-mêmes, puis qui est souvent teinté de doute et d'auto-jugement. Puis le regard extérieur, c'est celui des autres. Celui-là peut générer de la peur du jugement ou la peur du rejet. On va aussi parler de blocage psychologique et surtout de comment les dépasser. Puis pour illustrer tout ça, je te l'ai dit, je t'ai de partager une histoire super inspirante d'Andréane, qui est une entrepreneure fleuriste de Québec, qui a osé écouter son instinct plutôt que les conseils d'un coach d'affaires. Puis je te dis pas la suite, je te dis pas le punch de l'histoire, je vais te laisser te la raconter elle-même. Pour commencer, on va se pencher sur ce qui joue en nous quand vient le temps de raconter notre histoire, donc le regard de soi, notre propre perception de notre histoire. Quand on pense à se raconter, la première barrière, c'est souvent notre propre regard. On minimise notre histoire, on la trouve banale, on se dit qu'elle n'est pas digne d'intérêt. En psychologie, on parle du biais d'habituation. Tu as peut-être déjà entendu parler de ça. En fait, c'est ce qui est familier pour nous devient normal. Donc, on a du mal à voir la valeur que ça peut avoir pour les autres. Un événement qui nous a profondément transformés peut nous sembler vraiment très anodin parce que nous, on est habitués. Autrement dit, plus on est exposé à quelque chose, moins on y prête attention. Ce principe-là s'applique aussi à notre propre vécu, nos expériences qui nous semblent banales juste parce qu'on est habitué, on a le nez collé dedans. Quand on vit un événement marquant au fil du temps, ça devient une partie intégrante de notre histoire personnelle, puis ça perd son effet de nouveauté. Ça fait qu'on a du mal à voir comment ça pourrait être inspirant ou intéressant pour les autres parce que pour nous, c'est juste notre vie. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent à raconter leur histoire en pensant qu'elle est banale ou qu'elle est sans intérêt. Puis là, il y a vraiment d'autres éléments aussi qui s'ajoutent à ça, notre voix critique intérieure. Tu sais, cette petite voix qui dit « Voyons, pourquoi tu raconterais ça? Les gens vont trouver ça quétaine. T'es qui, toi, pour penser que ton histoire mérite d'être racontée? » Tu sais, ce dialogue intérieur-là qui est un mécanisme de défense qui nous protège de la vulnérabilité. Puis ces pensées-là sont souvent le reflet de peurs profondément ancrées, peur de ne pas être. Alors, on se cache derrière la peur. Parce que se raconter, c'est prendre le risque d'être vu vraiment. Et ça, ça peut être inconfortable. Mais c'est aussi là que réside la vraie connexion. Alors, il faut se rappeler que chacun de nous a une histoire qui mérite d'être entendue. C'est pas la grandeur des événements, mais la manière dont on le vit, puis l'émotion qu'on peut partager autour de ça. Ton histoire est précieuse parce que c'est la tienne. Et c'est souvent dans les détails du quotidien que les gens se reconnaissent le plus. Quand on commence à reconnaître la valeur de notre propre histoire, on commence à s'autoriser à la partager. Puis là, rappelle-toi la dernière fois où tu as raconté quelque chose de personnel à un proche. Comment tu t'es senti après? Bon, peut-être que tu t'es senti un petit peu vulnérable, mais sûrement aussi connecté. Puis c'est cette connexion-là qu'on cherche à créer avec notre audience. Maintenant, le regard des autres, la peur du jugement. Donc, on passe au deuxième regard, celui des autres.
c'est souvent cette perception extérieure qui nous paralyse le plus. Si notre propre regard envers notre histoire est un frein, celui des autres, là, il peut carrément être un mur pour beaucoup. On a tous à des degrés variables la peur d'être jugé. Puis c'est normal, l'humain est un animal social, donc les occasions d'être jugé sont quand même nombreuses. Puis là, on va remonter dans le temps là, pour t'expliquer, ça part d'où ça, cette peur du rejet, du jugement-là? Bien, nos ancêtres, là, pour survivre, ils devaient rester dans une tribu. Ils devaient appartenir à un groupe. Parce que être rejeté, ça signifiait la mort, carrément. On parle d'une autre époque, là, OK? Donc, résultat, on a cette peur encore ancrée en nous de ne pas être accepté si on se montre trop différent ou trop vulnérable. Ce qui se passe dans notre cerveau, là, c'est une activation de l'amygdale, la zone liée à la peur et au stress. Donc là, dès qu'on imagine une situation où on pourrait être jugé, c'est comme si cette section-là, si on veut, de notre cerveau s'active, comme si on était dans un danger réel, comme si on était face à un lion dans la savane. Pourtant, ce danger, entre guillemets, c'est souvent une peur psychologique, OK? La bonne nouvelle, c'est que notre cerveau ne fait pas la différence entre une vraie menace puis une menace perçue. Donc ça, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut l'apprivoiser. Pas le lion, là, la menace. Qu'est-ce qu'on peut faire pour s'aider dans ces situations-là? Premièrement, en se rappelant que la peur du jugement, c'est universel. Tout le monde la ressent. Ce qui change, c'est vraiment comment on va choisir d'y répondre. On peut aussi reprogrammer nos pensées. Donc, au lieu de penser « il a là, j'ai peur de me faire juger », on peut se dire « ouais, mais si mon histoire aidait quelqu'un ». Puis aussi, en se donnant la permission d'être imparfait. C'est souvent les histoires les plus authentiques, brutes, sincères, qui marquent les esprits. Puis même si on reçoit des critiques parce que ça arrive, on peut apprendre à faire la part des choses. Donc, est-ce que c'est un avis constructif qui peut m'aider à m'améliorer? Ou est-ce que c'est juste un jugement gratuit qui en dit beaucoup plus sur la personne qui critique que sur moi? L'humain est ainsi fait. On exagère souvent l'impact des jugements. Alors qu'en réalité, c'est souvent moins catastrophique que dans notre tête. Dans la plupart des cas, les gens ne jugent pas aussi sévèrement qu'on le pense. Souvent, c'est notre peur de l'inconnu qui nous bloque. Puis cette peur-là, elle peut être paralysante parce qu'elle repose souvent sur des suppositions et non pas sur des certitudes. Puis pourtant, les gens cherchent dans nos histoires des échos de leur propre vie, des leçons ou simplement un moment d'humanité partagée. Puis je te donne d'autres petits trucs pour t'aider à dépasser cette peur-là du jugement des autres. Premièrement, de te recentrer sur ton why. Donc quand tu racontes ton histoire, tu le fais pas juste pour toi, bien sûr que non. Tu le fais pour aider, inspirer, tu le fais pour créer une connexion. Mon autre truc, c'est accepte que tout le monde ne réagira pas positivement. Puis c'est OK. Ton histoire, elle doit pas plaire à tout le monde. Elle doit toucher les bonnes personnes. Puis entraîne-toi. Plus on partage, plus on gagne en confiance. Puis on réalise souvent que les retours négatifs, pour vrai, sont plus rares que les positifs. Donc, prends un moment à penser à une personne qui t'a touché par son histoire. Qu'est-ce qui a fait que son partage a résonné avec toi? Est-ce que c'était la perfection ou la sincérité? Il y a de bonnes chances que ça soit l'authenticité, la sincérité, l'émotion de son histoire. Et là, je te donne l'exemple d'Andréane. Andréane qui a osé sortir du cadre malgré le regard des autres. Si on revient à ce qu'on disait plus tôt, le regard de soi peut être un moteur puissant, mais il peut être aussi un frein. Et quand ce regard-là se confronte à celui des autres, c'est souvent là que tout se joue. C'est exactement ça qui s'est passé pour Andréane. Andréane que j'ai rencontrée chez Madame Alice de Fleuris, à Québec, qui a participé à un concours entrepreneurial où elle devait convaincre un jury d'experts. Dès le départ, elle aurait pu se laisser complètement happer par la pression du cadre imposé, se conformer vraiment à ce qu'on attendait d'elle. Parce que pour la petite histoire, il y a une firme spécialiste qui accompagnait les participants du concours à créer leur pitch, leur présentation, on dit leur pitch de vente si on veut, là, aux membres du jury dans le cadre du concours. Puis la firme de spécialistes lui répétait ce que la plupart des entrepreneurs entendent, va droit au but, sois factuel. Bref, on lui conseillait vraiment de rentrer dans la boîte, de faire un pitch classique, traditionnel, mais elle, au fond d'elle, elle savait que c'était pas ça
façon de faire. Puis elle aurait vraiment pu se laisser freiner par le regard des autres, en particulier celui de cette firme officielle-là du concours, parce qu'après tout, j'imagine que la firme, elle savait comment ça fonctionnait, le concours. J'imagine qu'elle donnait des conseils dans le but, bien sûr, de mettre en valeur au mieux les participants, parce que c'est son métier de conseiller les candidats. Donc, Andréane a dû créer un pitch de vente à un jury qui s'attendait probablement à un discours bien structuré et rationnel. Mais au lieu de se conformer, elle a fait le choix d'assumer son regard à elle. Celui qui lui disait que ce qui fait vibrer une audience, ce qui marque les esprits, c'est pas une avalanche de données, mais une histoire bien racontée. Je ne peux qu'être en accord avec Andréane. Alors, au lieu de suivre les conseils de la firme du concours, elle a engagé son propre coach, indépendant du processus. Elle est pas mal hot, Andréane. Parce qu'elle voulait quelqu'un qui allait l'aider non pas à rentrer dans le moule, non pas à créer un pitch classique, mais à pousser encore plus loin l'interprétation de l'histoire qu'elle voulait raconter. C'était un pari très risqué. Elle aurait pu se tromper. Elle aurait pu être la seule à croire que ça fonctionnerait, mais elle a choisi de faire confiance à son instinct, de travailler son histoire avec minutie, de peaufiner chaque détail pour captiver le jury. Parce qu'au moment où elle a pris la parole, c'est pas juste un pitch qu'elle a livré, Andréane, c'est une expérience qu'elle a créée. Le jury l'a pas juste écouté, il a vécu quelque chose. Donc, je te partage un extrait où Andréane, la propriétaire de Madame Alice Fleuriste, revient sur cette expérience-là marquante, puis elle nous raconte comment elle a vécu ce moment de doute. Et j'avais bien peur, je te dirais, parce que là, tout le monde disait « Ah, moi, je gagne tous des concours! » Moi, j'avais jamais... Il y en a qui se vantaient de gagner concours? Ben, ça gagne tous les concours, Ah ouais? puis toutes les affaires de pitch, puis moi, j'avais jamais fait ça. Je fais des bouquets, moi. J'avais pas le temps de m'inscrire à des affaires. Fait que ça m'avait bien stressée, mais tu sais, moi, j'ai un background de scène. Toute ma vie, j'ai fait de la scène. Donc, j'ai décidé de m'amuser dans mon pitch. Je me suis dit, est-ce que j'y vais corpo ou je vais complètement éclater à la couleur de notre entreprise, en fait? Et j'ai vraiment fait un pitch où j'amenais les gens en 1986. Je les amenais dans la voiture Ford Taurus de mon père. Ah, je m'en allais dire Back to the Future, mais... Back to the past! T'as moi puis ma soeur en dessous de skidoo en arrière. Il est février, il fait fret dehors, puis papa s'en va chercher le bouquet de Saint-Valentin à maman, mais il s'est pris à la dernière minute. Donc, j'amène les gens pendant un bon 1 minute. J'avais 4 minutes. J'ai décidé de sacrifier 1 minute de mon pitch pour aller là. Wow! Et un peu la clé, c'était en 1986, voici ce qui se passe, les oiseaux du paradis, les baby's breath, les roses rouges. Savez-vous c'est quoi la différence avec 1986 et aujourd'hui en floristerie? Il n'y en a pas. Notre univers est resté figé dans les années 80 comme un bel aspic à Noël. Fait que c'était ça mon angle d'attaque. Et par la suite, je découlais sur qui est Madame Alice, c'est quoi nos forces et où est-ce qu'on veut s'en aller. Puis moi, j'ai eu peur parce que j'avais eu une formation par une firme spécialiste qui était venue toutes nous former, les 6. Et elle avait dit, envoyez-nous votre pitch. Moi, je lui ai envoyé mon pitch et elle avait tout raturé, mon storytelling. Toutes mes blagues. Ainsi que là, je m'y suis assise, j'ai fait, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je reste fidèle à moi-même puis je vais détonner? Ou je vais... comme il est supposé être corpo et tout ça, comme tous les autres seront. Et puisqu'il y a juste les tartes qui rentrent dans le moule, je me suis dit, ben si c'est assumé, si c'est préparé, si c'est solide, ça sera pas malaisant. Parce qu'il y a de quoi plus malaisant que quelqu'un malaisant sur scène. Tout à fait. Donc je suis arrivée là, j'étais préparée, je m'étais engagée une coach. Écoute, ils m'avaient fait assez peur, les autres, là. Je te jure, j'étais prête. Puis les gens étaient aussi amenés à voter. Par contre, si on remportait la bourse principale, on ne pouvait pas remporter aussi le coup de cœur du public. Ouais. Donc, parce que vous auriez tout raflé. Oui. Vous avez gagné le prix tant convoité par tous les autres qui ont fait leur pitch classique et traditionnel de la firme, comme la firme en question les a conseillés. Puis toi, t'as fait à ta tête. Puis j'ai bien fait. Elle a bien fait, parce que Madame Alice a remporté le concours avec une histoire. C'est pas juste un pitch qu'elle a livré, c'est une expérience qu'elle a créée. Le jury a vécu quelque chose. Et là, on boucle avec ce que je disais plus tôt sur ce double regard qui nous habite quand on s'apprête à se dévoiler. Alors, si on analyse ce qui s'est passé pour Andréane, ben il y a eu une portion de résilience de sa peur. C'est-à-dire qu'elle a ressenti la pression de la firme spécialiste, la crainte de ne pas se conformer aux standards, mais elle a continué quand même d'écouter sa petite voix intérieure. En racontant son histoire, elle a aussi activé l'empathie du jury. Les neurones miroirs, en quelque sorte, se sont mis en action. Quand on voit, on sent, on entend quelqu'un parler d'une passion, d'un souvenir d'enfance, on est transporté dans son univers. Elle a fait confiance à la valeur de son vécu plutôt
que de s'en remettre uniquement au pitch plus froid puis stratégique. Puis ça démontre un ancrage très solide dans sa vision. Puis c'est ça qui a conquis le jury. C'est un bel exemple de ce qui se passe quand on décide de faire taire la peur du jugement puis de faire confiance à la valeur de son histoire. Parce que si Andréane, elle avait écouté la peur du regard des autres, elle aurait peut-être livré une présentation, un pitch correct, bien ficelé, mais oubliable aussi. En osant écouter son propre regard, en prenant le risque de faire autrement, ben, elle a réussi à marquer les esprits puis à remporter le concours. Puis c'est là la vraie leçon. C'est pas en suivant des recettes toutes faites qu'on crée un impact, tu le sais. C'est en osant être aligné avec ce qu'on sait au fond de soi être juste. Se raconter avec sincérité, c'est vrai que c'est un pari. C'est un pari qui peut rapporter gros, par exemple. Alors si aujourd'hui tu hésites à raconter ton histoire, demande-toi, est-ce que tu fais tes choix en fonction de ce qui résonne en toi ou en fonction de ce que tu crois que les autres attendent? Parce que la vraie magie du storytelling, ça vient pas de ce qu'on pense devoir dire, ça vient de ce qu'on ose dire. Si raconter son histoire, c'était facile, ben tout le monde le ferait sans hésitation, hein, n'est-ce pas? Je serais pas là en train de t'en parler. Mais en réalité, oser se dévoiler, comme l'a fait Andréane, ça demande vraiment un travail intérieur. C'est pas seulement une question de structurer un bon récit, c'est aussi une affaire de résistance mentale et émotionnelle. Pourquoi c'est si difficile de sortir du cadre imposé, de prendre un risque puis d'assumer pleinement son message? C'est quoi les blocages internes qui nous freinent avant même qu'on ouvre la bouche? On a déjà vu comment notre propre regard puis celui des autres peuvent être des obstacles quand vient le temps de raconter son histoire, mais derrière ces obstacles-là, ces résistances-là, il y a d'autres freins internes beaucoup plus profonds, qui sont souvent inconscients, qui nous empêchent de nous exprimer pleinement. J'ai envie de t'en présenter 4 qui peuvent nous empêcher de nous raconter avec authenticité et fluidité. Le premier, quand on garde trop longtemps une histoire en nous, le poids du non-dit qui s'accumule. Parfois, là, ce qui nous empêche de raconter notre histoire, c'est pas la peur du jugement, c'est peut-être pas non plus l'idée que notre récit est inintéressant, c'est parfois juste qu'on l'a jamais fait. Donc, on sous-estime à quel point ne pas exprimer quelque chose pendant longtemps, ça finit par créer une sorte d'inertie. Parce que plus une histoire reste en nous, plus ça devient difficile à la sortir. C'est un peu comme un tiroir qu'on n'a pas ouvert depuis des années. Plus le temps passe, plus on hésite à l'ouvrir, puis plus on a peur de ne pas savoir quoi faire avec tout ce qui va en sortir, si jamais on ose l'ouvrir. Par où commencer? Ça fait trop longtemps que j'en ai pas parlé. Est-ce que ça va encore faire du sens? C'est pas tant un blocage ici lié au regard des autres ou à la valeur perçue de son histoire, mais plutôt à une accumulation, je dirais, silencieuse, qui finit par devenir un frein en soi. Comment dépasser ce blocage-là? Comment briser l'inertie? Ben, un petit pas à la fois. Donc, le but, c'est pas de tout raconter d'un coup, mais peut-être juste de mettre le pied dans la porte. Donc, noter une idée, partager un petit fragment d'histoire, en parler avec une personne de confiance. L'essentiel, c'est de relancer le mouvement. Donc, une fois qu'on commence à ouvrir le tiroir, on réalise souvent que ce qui nous semblait figé, ben, il était en fait prêt à sortir depuis longtemps. Deuxième frein, l'attachement à une seule version de soi. L'une des plus grandes résistances vient du fait qu'on a parfois du mal à assumer qu'on évolue. Si on a toujours été perçu comme quelqu'un, par exemple, d'introverti, de réservé, peut-être qu'oser parler de soi peut te sembler contre-intuitif. Si on a l'habitude de montrer une image professionnelle, très professionnelle de soi, très cadrée, ajouter une touche plus humaine puis émotionnelle, ça peut donner l'impression de briser une certaine cohérence, un certain fil. Les personnes dans ces situations-là, souvent, vont se dire « Ouais, mais là, si jamais on me reconnaît pas, c'est pas moi, ça. J'ai toujours été discret, ça va être étrange là, de parler de moi de cette façon-là maintenant. » Ce qu'il faut que tu retiennes, c'est qu'on n'a pas une identité figée. Personne. On évolue, on change, on est humain. C'est pas parce qu'on s'est déjà raconté sous un angle précis qu'on peut pas le faire sous un autre angle aujourd'hui. Comment tu peux faire pour te libérer de ce frein-là? Ben c'est, au lieu de voir ton histoire comme quelque chose qui doit être cohérent avec ton passé, avec la façon dont tu t'es livré jusqu'à maintenant, ou pas, dans ton contenu, considère ton histoire comme une expansion de qui tu es. C'est pas un changement, c'est juste une facette que tu n'as peut-être pas encore mis en lumière. Troisième frein, l'attente d'une permission extérieure. Je veux être sûre que ça vaut la peine d'être raconté. Parfois, on attend
inconsciemment que quelqu'un nous valide avant d'oser partager notre histoire. Puis là, ça me fait penser aux projecteurs en Human Design. Si t'es projecteur, tu vas sûrement te reconnaître. On en a parlé dans l'épisode numéro 18 avec Jessica Bayo, justement. Ces personnes-là, souvent, vont attendre qu'on leur pose des questions pour en parler. Si quelqu'un me dit que mon histoire est intéressante, ben là, je vais la raconter. Ou j'attends d'avoir plus de retours positifs avant de vraiment m'exprimer. Donc, c'est des gens qui attendent des invitations. Mais la validation, là, elle vient juste après avoir osé. Comment dépasser ce blocage-là? Si tu attends une confirmation extérieure avant de prendre la parole, je te propose de renverser le processus. Donc, commence par partager un petit bout, tout petit, de ton histoire dans un contexte qui est sécurisant, avec des personnes qui reconnaissent ta valeur. Observe les réactions. Tu vas être surpris de voir à quel point les gens s'intéressent souvent beaucoup plus qu'on se l'imagine. Et 4e frein, la peur de figer son histoire. Et si ma perception changeait plus tard? Partager son histoire, c'est mettre des mots sur du vécu, mais parfois on a peur que ces mots deviennent une étiquette figée. Beaucoup vont hésiter à raconter leur parcours parce qu'ils se demandent « Ouais, mais là, si plus tard, je vois les choses autrement, si je raconte ça maintenant, puis que je me rends compte que c'était pas la bonne interprétation plus tard, je veux pas être coincée avec cette version-là de mon histoire. » C'est une peur qui est particulièrement forte chez les personnes en pleine transition, par exemple celles qui sont encore en train de guérir d'une expérience difficile, qui changent de trajectoire, qui évoluent rapidement ou qui sont en lancement d'entreprise, qui sont en train d'apprendre à se découvrir davantage, à se positionner. Comment tu peux dépasser ce blocage-là si tu es dans cette situation-là en te rappelant que nos histoires évoluent avec nous? Ce qu'on raconte aujourd'hui, c'est pas gravé dans le marbre, c'est pas coulé dans le béton. On peut réinterpréter son passé, on peut l'affiner, on peut le nuancer. Donc la phrase à retenir ici, c'est « Mon histoire d'aujourd'hui, c'est la version que je peux raconter maintenant. » Plus tard, j'aurai peut-être une autre perspective, puis c'est correct, Donc, en conclusion de cet épisode, raconter son histoire, c'est pas un exercice facile, je le sais, puis je m'en rends compte dans l'accompagnement de mes clients, puis c'est normal de ressentir ces résistances-là. Mais ce que j'aimerais que tu retiennes de cet épisode, c'est que chaque frein peut être dépassé, à ton rythme, à ta manière. On a souvent l'impression qu'il faut être prêt pour partager son histoire, qu'il faut attendre le bon moment, la bonne formulation, la validation extérieure. Mais pour vrai, là, c'est que la seule façon de se sentir prêt, c'est d'oser commencer. Puis ça me fait penser à ce qu'on dit quand des gens de notre entourage s'apprêtent à faire un enfant, s'apprêtent à devenir parents. Hein? On peut jamais être prêt vraiment avant de le faire, avant de commencer, avant de le vivre. Donc c'est un peu la même chose ici. Puis surtout, rappelle-toi que ton histoire a de la valeur. Peu importe sa taille, son intensité, son originalité, ce qui compte, c'est ce qu'elle fait ressentir. Ce qui compte, c'est qu'elle fasse du sens pour toi au moment où tu la racontes, puis qu'elle puisse résonner avec ne serait-ce qu'une autre personne, lui apporter du réconfort, une prise de conscience, une inspiration. Alors, j'ai envie de t'entendre, parmi tous les freins que j'ai abordés aujourd'hui, lequel est le plus présent pour toi? Tu peux m'écrire en privé, tu peux partager une stories ou tu peux m'écrire par courriel pour me le dire. Je suis vraiment curieuse de savoir ce qui te bloque présentement. Puis si tu ressens que tu as besoin d'être accompagné pour structurer ton storytelling, pour dépasser ces résistances-là, pour oser te raconter avec puissance, ben tu le sais, c'est exactement ce que je fais dans mes accompagnements. Alors, n'hésite pas à me contacter, ça va me faire plaisir de discuter avec toi de mes services. On se retrouve dans 2 semaines, le 18 février, pour le prochain épisode solo. Puis là, honnêtement, je sais pas encore vraiment de quoi je vais parler. Peut-être que je vais te sonder là-dessus dans mes prochaines stories, donc reste à l'affût. Puis, je te dis, en attendant, prends soin de toi. Surtout, prends soin de ton histoire. Elle mérite d'être entendue. Salut, là! J'espère que tu repars avec de nouvelles idées pour colorer ta propre histoire et pour connecter avec ta communauté. Continue à te démarquer, à créer des liens en apportant ta touche perso. Puis d'ici là, si tu as apprécié notre moment ensemble aujourd'hui, ça serait génial si tu pouvais laisser un avis sur le podcast. C'est comme un petit signe de la main quand on se croise dans notre village virtuel. Ça me réchauffe le cœur puis ça me donne une meilleure idée de ce qui t'intéresse vraiment. N'hésite pas non plus à partager cet épisode-là avec tes amis ou sur les réseaux sociaux. Puis si tu veux continuer la discussion, utilise le tag La Voisine Pro sur Instagram. Ça va me faire vraiment plaisir d'échanger avec toi. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle discussion entre voisins.